Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Anthropocène. L'émission Habiter ici et le monde consacre 7 épisodes à l'exploration de la question de la transformation urbaine et architecturale à partir de projets et réalisations de l'agence Looking for Architecture au croisement des enjeux à relever aujourd'hui. Ces 7 numéros font partie intégrante d'un processus éditorial, un livre édité par les éditions 205 et Cité Anthropocène et qui sortira dans toutes les bonnes librairies fin février 2025. Construire reste le standard dans le monde de l'architecture, mais nous savons que le secteur de la construction et le fonctionnement des édifices sont à l'origine de près d'un cinquième des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, consomment des matières premières ou transformées qui ne sont pas renouvelables et sont la source de multiples pollutions. En réponse, une des voies ne serait-elle pas celle de s'emparer du déjà là, réimaginer, projeter de nouveaux usages, trouver des solutions, faire la démonstration de l'agilité. Conscient de nos interdépendances, il s'agit maintenant de coopérer. Cet épisode expérimenté s'intéresse à l'espace Mazagran, une place du quartier de la Guillotière à Lyon, depuis la parole de celles et ceux qui ont eu à la regarder de près pour envisager sa transformation, son adaptation aux demandes et besoins en perpétuelle évolution. Je vous laisse avec Elisabeth Sulmon qui anime cet épisode. Habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde émission sur la question de la transformation urbaine et architecturale. Aujourd'hui, nous allons partir de la place Mazagran, donc une place située dans le 7e arrondissement de Lyon, bien connue de tous, et de la parole de certains de celles et ceux qui ont pu regarder de près et de loin ce travail de transformation urbain, son adaptation aux demandes et aux besoins en perpétuelle évolution. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui autour de cette table Fanny Dubeau. Donc, Fanny, vous êtes maire du 7e arrondissement de Lyon depuis juin 2020 et également habitante de ce même quartier depuis environ 30 ans. Peut-être moins. Alors bonjour, non pas bonjour. Oui, donc je suis effectivement maire du 7e depuis 2020, mais je suis habitante du quartier depuis 2008. Voilà, je suis arrivée à Lyon pour faire mes études et d'ailleurs j'habitais dans le fameux bâtiment Le Clip qui est à la frontière entre le 3e et le 7e arrondissement et qui a fait l'objet de beaucoup de débats récemment. Faut-il le détruire, pas le détruire? Mais voilà, ça fait plutôt une quinzaine d'années que je suis dans le quartier. D'accord, bon, alors autant pour nous, mais ça fait déjà un certain temps. Et ben justement, ça me permet de rebondir. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce quartier que vous connaissez quand même assez bien depuis deux versants. Un premier versant qui serait celui de l'habitante de ce quartier que vous avez pu éprouver et également au travers de votre posture en tant que maire de ce quartier depuis 3 ans, de cet arrondissement. Oui, alors déjà merci pour votre invitation. Ce quartier, donc c'est un quartier pour moi qui est déjà très central, le quartier de la Guillotière. Le quartier de la Guillotière, généralement c'est le nord du 7e arrondissement, mais souvent quand on dit la Guillotière, c'est plutôt autour des places Raspail, Péry, Mazagran. Ça, là, on est vraiment au cœur du quartier de la Guillotière. Quartier que, en tant qu'habitante, j'y ai vécu étudiante, jeune adulte, etc. J'ai toujours trouvé extrêmement riche, vivant. Enfin, c'est un quartier bruyant, il y a du monde dans la rue, il y a beaucoup de commerce, d'animation, et puis un mélange des cultures bien connues à la Guillotière qu'on voit quand on est habitant, parce qu'on passe d'un commerce africain à un commerce asiatique, qu'on entend tout un tas de langues, de sonorités, etc. Donc, pour moi, habitante, un quartier extrêmement vivant, agréable à vivre, où on fait des rencontres, etc. Et puis, quand je suis devenue maire, c'est devenu un quartier très
présent pour moi en tant que maire, parce que très présent dans les médias et très présent sur ce volet, sur un volet sécuritaire. On a eu les visites de Jordan Bardella, de Gérald Darmanin, etc. Bon, oui, je fais un petit peu de politique, mais réellement, moi, en tant qu'habitante, évidemment qu'il y avait des questions de sécurité, mais c'était pas les choses qui me préoccupaient au quotidien. Puis quand je suis passée aux responsabilités, c'est devenu le sujet, et je me suis rendu compte que c'était effectivement le sujet de communication et de médiatisation du quartier, c'était la sécurité, alors que pour moi, habitante, la Guillotière, c'est bien d'autres choses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'un quartier riche, un quartier qui a été construit dans la seconde moitié du 19e siècle, effectivement. Et donc, je m'adresse à vous, Patrice Prével et LFA. Effectivement, donc, initialement, ce quartier était faubourien, donc, avec de nombreuses activités artisanales et également industrielles. Et comme vous l'avez très bien signifié, c'est également un territoire d'accueil donc, de populations immigrées, rurales, puis étrangères. Et donc, depuis plusieurs décennies, la Guillotière connaît une transformation sociale et urbaine qui semble assez importante et qui, par certains aspects, est assimilable à une dynamique de gentrification. Et donc, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater ou éprouver lors de l'aménagement urbain de cette place ? Et si oui, de quelle façon ? Donc, je m'excuse, j'ai grandi dans un pays loin d'ici. Donc, il fallait que je comprenne ce que c'était la gentrification. Je pensais que c'était des personnes qui devenaient de plus en plus âgées et que, du coup, il y avait un changement de population. Est-ce qu'il y a vraiment une gentrification dans ce quartier ? J'en suis pas très sûre parce que ça reste un quartier populaire. Ça reste un quartier très vivant et en effet influencé par des multiples cultures. Populaire aussi dans le sens abordable, je pense. Encore, quand on regarde sur le territoire métropolitain, je pense qu'à cet endroit-là, on trouve encore des loyers qui sont beaucoup plus modérés que dans d'autres quartiers du territoire. Donc, cette gentrification, j'aimerais bien voir des chiffres et des éléments qui permettraient de vraiment le valoriser parce que je ne le vois pas dans mes balades urbaines ou sur place. Je vois vraiment... voilà, donc je ne connais pas ce mot et donc ça me perturbe. C'est-à-dire que vous ne le connaissez pas, c'est-à-dire que vous ne l'utiliseriez pas pour qualifier cette place-là ou oui, je vois peut-être pas la société de la même manière. En tout cas, c'est pas comment dire. C'est bête ce que je dis. Donc, non, moi je vois en effet le quartier qui est toujours aussi vivant qu'on l'a vu quand on était en 2012, 2013, 2014 sur place, beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. Je vois aussi des clivages qui existaient aussi déjà à l'époque, qui sont toujours là. Donc, dans notre naïveté, on s'était peut-être dit, avec tout le travail qui a été fait, y compris par la maîtrise d'ouvrage, en concertation, rencontres, échanges, qu'on allait pouvoir apporter notre petite pierre et que ça allait tout changer, révolutionner et que tout le monde allait être comme des bisounours contents ensemble, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc on a perdu un petit peu de notre naïveté et puis je me dis aussi que c'est un quartier qui était support de beaucoup de fantasmes de la part de tout le monde parce que c'était un territoire qui était un petit peu en jachère urbaine, c'est-à-dire qu'on avait des espaces qui n'étaient pas investis par la collectivité ou par le privé, qui restaient un petit peu à l'écart de la ville, justement, du quartier, et qui avaient été investis, du coup, par des personnes avec des occupations alternatives, ce qui est très bien, mais ce qui a permis aussi d'avoir un endroit d'expression pour ces différentes personnes et d'appropriation à minima intellectuelle, si ce n'est pas spatiale. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire pour ça ? J'ai pris quelques notes.
Et donc, ça reste un quartier vivant, et je pense que la Guillotière en général, ou le quartier du 7e, est populaire. Et moi, je ne vois pas cette gentrification, cette boboisation, si ce n'est en effet qu'il y a forcément aussi un mélange entre des populations plutôt intellectuelles, intello. Donc, c'est peut-être ça que vous voulez dire aussi. Oui, effectivement. En fait, ça fait écho également à une conversation qu'on a eue avec Laurent Grabert chez LFA juste hier pour préparer cette émission, qui, pour décrire cette place, avait parlé de tout un tas de frontières invisibles qui avaient un petit peu pu émerger en fait à la suite de la livraison de cet espace public, où effectivement, au travers de certains axes qui avaient été dessinés pour franchir la place, finalement, des populations ne se mélangeaient pas, et que certains espaces avaient été occupés, par exemple pour l'îlot d'Amarante, par les riverains et les associations, tandis que à proximité du bar qui est juste à côté, le court-circuit, qui est une frange de la population, peut-être jeune, trentenaire, qui occupait les lieux, et que voilà, on avait des jeux, une zone justement de jeux pour enfants qui avait été occupée plus précisément par des populations, ou voilà, des familles ou autres, quoi. Et donc effectivement, c'était plutôt dans cette logique de dire il y avait une cristallisation, en tout cas qui illustre également la diversité de populations dans ce quartier, qui pouvait également être source de justement ces frontières invisibles. Si vous pouvez nous en dire plus, Laurent. Tout à fait, mais je crois que vous l'avez bien évoqué sur cette complexité qui effectivement s'est présentée à nous, concepteurs d'espace, comme déjà une grande diversité, ce qu'a évoqué Patrice Prével à l'instant sur cette question de grande mixité, de publics très différents, et à la fois aussi, nous, quand sans partir dans un phénomène stricto sensu et de gentrification, il est clair qu'il y a quand même eu un désir pour ce quartier qui a augmenté de fil en aiguille. Moi-même, ayant m'étant installé au milieu des années 2000, rue de Marseille, je l'ai vu évoluer cette rue, avec évidemment les aménagements prévus sur les berges du Rhône, le passage du tramway en circuit doux sur la rue de Marseille. Ça a amené évidemment un ensemble d'opportunités qui ont permis notamment à la promotion immobilière privée de s'intéresser à ce quartier-là, par sa centralité, par sa connexion aux différents réseaux de transport urbain. Et puis en même temps, évidemment, la puissance publique qui s'est intéressée à cet espace-là de manière plus importante, puisqu'on avait toute cette culture alternative qui brassait à la fois des populations très diverses, de cultures très diverses, qui créait une émancipation artistique assez forte, avec un ensemble de réseaux de galeries d'art qui était déjà très identifié dans le 7e, la Galerie Tator, et qui a justement initié ce projet de l'îlot d'Amarante, qui était un réseau à l'époque de dents creuses qui spontanément avait été investi par des artistes, par des habitants par la suite, dans le cadre d'un tracé qui, jusqu'au milieu des années, jusqu'à la fin des années, 90, était issu d'un plan Chalumeau qui prévoyait justement de créer une grande diagonale, une grande traversée de ce territoire-là entre l'avenue Félix-Faure et le pont de l'Université. Et du coup, à ce moment-là, c'est coïncidé plusieurs éléments qui ont fait partie de cette équation, qui sont à la fois d'abandonner cette idée de créer cette grande diagonale, puisque la densité et les usages n'y étaient plus adaptés, la présence de l'automobile n'était plus gérée de la même manière, des transports en commun, et ça venait percuter aussi ces éléments d'évolution des usages, des cultures, des attentes, des besoins de ce quartier. Je comprends ce que vous voulez dire, Patrice, sur la question de la gentrification en vous écoutant. Ça m'interpelle effectivement parce que on avait notre agence très proche de l'îlot d'Amarante, et dans notre pratique architecturale, nous sommes des acteurs de cette finalement peut-être gentrification quand même. Mais néanmoins, le rôle du quartier, la richesse du quartier, c'est de rassembler, comme le dit Laurent, une multitude de projets urbains avec des dents creuses et puis des friches
On connaît Fagor, on connaît Nexence, on connaît Jean Massé, plein d'endroits comme ça qui nourrissent une certaine culture alternative, qui vient ici parce qu'elle y trouve de la place, elle trouve un terrain, elle y trouve des loyers plus modérés. Et du coup, ça crée une certaine richesse dans le quartier avec un vrai mélange. Et peut-être que la question, c'est de savoir comment on peut faire pour ne pas exclure les uns, pour que tout le monde cohabite ensemble sans forcément critiquer ou cibler ou stigmatiser une certaine population à travers le mot de gentrification, mais plutôt essayer de faire en sorte que cette culture alternative cohabite avec les habitants historiques et en même temps que cette culture alternative ne soit pas chassée par la suivante et ainsi de suite, et que finalement comment est-ce qu'on peut faire pour construire une ville qui permettrait à tout le monde de cohabiter en s'enrichissant les uns les autres, quoi. Et dans ce que vous dites, Antoine Trolla, donc pour resituer, vous êtes associé chez LFA Looking for Architecture. Il y a deux sujets que je lis au travers de ce que vous dites. Il y a en premier lieu la revalorisation, le dessin de cette place en utilisant comme matière première ce qui préexiste, à savoir ce projet culturel instigé avec l'îlot d'Amarante, qui est un projet artistique mené par Emmanuel Louis Grand. Donc ça, j'y reviendrai dans un second temps. Et il y a également cette idée d'un dessin de place qui soit vraiment acté dans un processus de concertation. Et donc dans cette logique-là, je m'adresse à vous, Julien Lahaye. Donc vous êtes ingénieur urbaniste, actuellement au syndicat mixte des Rives-du-Rhône. Mais avant cela, de 2012 à 2015, pour la métropole de Lyon, vous avez assuré la direction du projet d'aménagement de l'espace Mazagran. Quelles étaient alors les stratégies de concertation et d'expérimentation urbaine que vous avez pu mettre en œuvre pour justement donner ce sentiment d'appropriation par tous de la place, et jusqu'où cette concertation que vous avez menée a-t-elle eu une incidence sur le dessin de l'espace Mazagran? Je pense notamment à la présence de la rue du projet, qui me semble que vous avez mis en place de façon temporaire le temps de l'aménagement de celle-ci pour justement donner accès aux riverains, etc. Alors merci, effectivement, je pense qu'il y avait un souhait de la part des élus lorsqu'ils ont engagé ce travail sur Mazagran. Comme l'a dit Laurent Grabert, effectivement, de mettre fin à un imaginaire qui était celui de la poursuite d'une avenue très routière qui aurait pu déboucher, donc l'avenue Félix Faure sur les berges du Rhône, et surtout aussi un souhait de la part des élus d'agir sur ce quartier. Le maire de Lyon à l'époque, président de la communauté urbaine à l'époque, citait souvent Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne en disant sur Mazagran il faut agir. En fait. Et il qualifiait souvent le quartier de la Guillotière un peu de la République de Mazagran en disant il existe effectivement sur ce quartier des réseaux sociaux extrêmement puissants, mais d'ailleurs qui pose la question d'une question sociale, effectivement, même si on ne pouvait pas forcément parler de gentrification, c'était déjà un quartier qui rassemblait effectivement à la fois des populations très défavorisées, mais aussi des populations extrêmement favorisées. Donc il y avait le souhait de la part des élus, et c'était la commande qui nous était passée en tant que techniciens, que ce projet parte un peu d'une feuille blanche, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'avait promis aux concepteurs que l'on a désignés, donc Atelier de Ville en Ville et puis Looking for Architecture, de partir d'une feuille blanche, et le souhait des élus, c'était que ce projet soit vraiment coproduit, et pas simplement concerté avec les parties prenantes de ce quartier, cette fameuse République de Mazagran. Là où peut-être on a été un petit peu naïf, c'est un terme qui a déjà été utilisé, c'est peut-être dans le dispositif de concertation, parce que il faut se remettre dans le contexte, on est en 2010, donc on est à une époque où la démocratie participative utilise des outils assez classiques encore peut-être par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et les élus imaginent une concertation, je dirais dans un format assez classique qui comprendrait des réunions publiques dans un format où ils sont eux-mêmes derrière une estrade devant le public, et ensuite peut-être quelques ateliers avec les concepteurs, un format qu'on connaît très bien dans les projets urbains. Et puis très vite, on fait une première réunion de concertation, avant même d'ailleurs de désigner les maîtres d'œuvre ici présents. Je m'en souviens très bien parce que c'était au mois de mai 2010, je pense, ou 2011, je ne sais plus. Donc c'est dans l'amphithéâtre de l'Université Lyon 3. Il fait déjà une canicule déjà à l'époque, en 2010. Il fait déjà plus de 35 degrés au mois de mai. Et pour le coup, cette réunion publique, alors que c'est simplement une réunion de lancement,
où le maire de Lyon, Gérard Collomb, dit on va réaménager le secteur Mazagran, qui à l'époque n'est pas une place. Je rappelle que c'est à l'époque, on n'a pas démoli encore les bâtiments, c'est un secteur extrêmement dense, de type faubourg, et la seule commande qui est présentée aux habitants, c'est de dire nous vous proposons de créer des espaces publics de respiration. Pas des espaces de mobilité, mais vraiment de l'espace public, parce qu'on est dans un quartier qui a donné lieu à beaucoup de diagnostics à l'époque dans une démarche qui s'appelait le Plan national de rénovation des quartiers anciens dégradés, le PNRCAD, pour lequel la ville de Lyon et la communauté urbaine avaient été candidates et n'avaient pas été retenues par l'État à l'époque sur ce dossier. Donc, il y a un diagnostic très fort qui est présenté rapidement lors de cette concertation, mais lors de cette réunion publique, il y a plus de 300 personnes qui se mobilisent, et clairement, les élus à l'époque nous passent la commande de lancer un dispositif de concertation beaucoup plus large, qui comprendrait des dispositifs beaucoup plus de co-construction, et nous invite notamment à retenir une équipe de maîtrise d'œuvre, parce qu'il y a eu beaucoup de candidats à cette consultation, qui ait la capacité de travailler avec l'existant, vous l'avez dit. L'existant, c'est bien sûr en premier lieu les usagers et les habitants de ce quartier, mais aussi avec les matières, les ressources de ce quartier. Et on fait le choix, effectivement, de retenir Atelier de Ville en Ville, Looking for Architecture, avec un bureau d'études VRD, pour nous accompagner, parce que dans leurs propositions, ils mettent en avant cette capacité à concerter autrement et à associer autrement l'ensemble des usagers. Et parmi tous les mécanismes que l'on va mettre en place. Alors, je rends aussi à César un peu ce qui lui appartient. On a la chance à l'époque, à la communauté urbaine, d'avoir déjà, et ça a été maintenu dans la métropole, un service spécialisé sur la participation publique, la direction de la prospective et du dialogue participatif, qui va nous accompagner dans la mise en place d'un dispositif extrêmement large de concertation qui comprendra de très nombreux ateliers, y compris in situ, des déambulations sur le site, vraiment un diagnostic en marchant, et surtout beaucoup d'éléments, et là aussi je rends à César ce qui leur appartient, qui ont été proposés par Atelier de Ville en Ville et Looking for Architecture, dont la rue du projet, qui était une réinterprétation d'un dispositif qu'on connaissait déjà bien dans les projets urbains, qui s'appelait la maison du projet, sauf que là, vu qu'on allait aménager une place, on s'est dit on ne va pas créer un lieu totem, ça aurait pu être dans l'agence de Looking for Architecture qui était juste à côté, mais l'idée ça a été de se dire on va plutôt... Parce que de toute façon, il fallait supprimer le barreau de voirie de la rue Mazagran, qui à l'époque traversait encore ce qui est aujourd'hui la place Mazagran. On s'est dit, plutôt que simplement fermer la rue et rien faire tant que les travaux démarrent, parce qu'il fallait démolir des immeubles, on a imaginé, Looking for Architecture et Atelier de Ville en Ville ont imaginé un dispositif in situ de rue du projet, comme un espace d'animation un peu permanente, avec notamment du mobilier provisoire qui a été créé à façon pour cet objectif de concertation in situ. Un dispositif très nouveau qui a effectivement permis d'associer peut-être des publics qu'on ne serait pas allé chercher côté communauté urbaine métropole de Lyon dans un dispositif classique de participation, y compris sur des temps de concertation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez les uns les autres. Je pense en soirée, notamment très tard le soir, le samedi matin, dans les centres aérés avec les enfants, avec les femmes qui faisaient de la couture. Enfin voilà, on est allé chercher des publics que traditionnellement, on ne voit pas dans une réunion publique, classiquement à 18h ou à 19h le soir, à la mairie du 7e ou dans une salle du quartier, quoi. D'accord. J'étais un petit peu long. Non, vous avez très bien fait. Et alors, je rebondis. Looking for Architecture, Laurent, Antoine ou Jocelyn, est-ce que vous pourriez nous détailler, Patrice Prével également, nous détailler un petit peu ces dispositifs temporaires ou permanents, ou en tout cas cette continuité entre les installations effectuées de façon temporaire sur la place et les pérennisations qu'il y a pu y avoir par la suite, une fois la place livrée? Laurent, vous parlerez des installations de tables qui ont conduit vers les tables de pique-nique par la suite? Par exemple, oui, tout à fait. Donc, comme l'a rappelé Julien Lahaye à l'instant, effectivement, avec Atelier de Ville en Ville et étant un peu, nous, arpenteurs du quartier, ayant également avec Atelier de Ville en Ville dans notre passif, fait pas mal de propositions dans le cadre de la Fête des Lumières autour des projets de la Galerie Tator et qui faisait de ce quartier-là, et notamment du secteur Mazagran en tant que tel, un territoire d'expression artistique. On s'est rendu compte qu'il y avait, en l'arpentant, beaucoup de confrontations bienveillantes entre les différents publics du quartier, avec ces moments de rencontre qui se faisaient à différents moments de la journée, de la semaine, des saisons, et tout cela nous a mené à nous dire qu'il serait pertinent justement de proposer un mobilier avec l'idée de pouvoir
pouvoir, sans formalisme, sans convocation, entre guillemets, proposer un espace qui soit arpentable dans un premier temps déjà à toute heure de la journée, parce qu'il y avait un besoin sur cet espace-là, puisqu'il n'avait pas été aménagé du tout, de pouvoir se poser, s'asseoir, je dirais cohabiter ensemble dans des moments de convivialité, avec l'idée aussi d'ouvrir un peu plus l'espace circonscrit qui était l'îlot d'Amarante en tant que tel, et donc de proposer un espace de rencontre. À savoir que cet îlot d'Amarante, d'ailleurs, a été conservé tel quel à la suite de tout le travail de concertation qui a été effectué. C'est-à-dire que vous aviez initialement prévu, il me semble, de déplacer les ateliers, les jardins partagés, je pense, à l'ouest, sur la partie ouest du site. Et au final, à la demande des habitants des riverains qui s'étaient déjà approprié profondément ce quartier, cet espace de ville assez singulier, vous l'avez laissé tel quel pour assurer cette appropriation de l'espace par tous. Oui, c'est typiquement un moment du projet un peu charnière où, dans ce travail de concertation, justement, on avait, dans un premier temps, avec l'appui des forces associatives, des forces en présence, des différentes associations, parce qu'il n'y avait pas que l'association de l'îlot d'Amarante, mais il y en avait aussi présente au rez-de-chaussée de l'immeuble des impôts, l'ancien immeuble des impôts, je crois. Et du coup... Locomotive. Locomotive, c'est ça. Et du coup, on a eu beaucoup je dirais, dans un premier temps, on était très porté par cette intuition que ce qui avait pu conférer une identité forte à cet espace-là et qui avait pu aussi déterminer la métropole de localiser la construction d'un espace public à cet endroit-là, c'était cette fameuse intensité et cette initiative associative qui avait permis de caractériser une ancienne dent creuse et de lui donner une vocation finalement d'espace public dans le sens où c'était un espace de rencontre. Je pense qu'il y a aussi une donnée déjà première, c'est qu'on a investi un parking et une rue. Donc, par définition, des espaces qui sont dédiés à la circulation motorisée. Et donc, ça, c'est quelque chose qui était évident et que tout le monde, je pense, en l'occurrence, a partagé. Et du coup, l'installation aussi de cette rue du projet et sur le parking et sur la rue, c'était de dire on investit en piétons et en mode actif, en associatif, en atelier animé, un espace qui est aujourd'hui circulé. Et donc, le plan d'urbanisme de l'époque, qui était donc le tout pour la voiture, a été un petit peu chamboulé déjà par la programmation au début, mais aussi du coup par ces actes successifs d'investissement, on va dire provisoire ou transitoire. Aujourd'hui, on dirait urbanisme transitoire. Sur cette première année, pendant laquelle il y a eu des concertations aussi dans un cadre plus classique et qui ont permis aussi en parallèle de mener les études plus pragmatiques, donc le dessin de la place. Voilà, donc je pense que le premier acte, c'est de dire on le rend aux piétons, cet espace. Et on en fait également peut-être un espace qui soit situé à la fois dans le domaine public et dans le domaine domestique, parce qu'on est sur un espace qui, à la base, est approprié par les riverains, et ensuite qui doit devenir un espace arpentable et circulable, approprié et appropriable de tous. Et donc, Fanny Dubo, je m'adresse à vous sur cette question, assez ouverte. Donc, effectivement, comme tout espace public, la complexité repose sur une double échelle qui est, comme je viens de le dire, à la fois domestique et public. Donc pour certains, en fait, cet espace public est un véritable maillon dans la construction de ce quartier. Et pour d'autres, il est totalement un espace de passage utilisé de façon quotidienne pour arpenter la ville. Selon vous, à qui s'adresse-t-on en priorité lorsqu'on a à travailler sur un espace aussi singulier mais qui reste à la fois du domaine public? Et donc ça rebondit peut-être avec les problématiques qui ont pu avoir lieu à la suite, avec les déposes de certains des jeux, etc.
en tant que maire. Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur 2-3 choses qui ont été dites. Moi, je pense que la Guillotière est un quartier gentrifié. C'est un quartier historiquement populaire et il reste encore des habitants historiques populaires. L'usage des espaces publics est aussi fait par des personnes issues de milieux populaires et parfois dans des grandes situations de précarité. Néanmoins, aujourd'hui, c'est pas un quartier très accessible pour la propriété ou même le locatif. On est à 14% de logement social sur le quartier de la Guillotière, donc assez loin des objectifs de la loi SRU, même si ça s'équilibre pour le 7e arrondissement avec Gerland. Mais donc voilà, on est effectivement quand même dans un quartier, on voit de gentrification et ça se voit aussi sur les commerces. Il en reste un certain nombre qui sont populaires, puis il y en a d'autres qui correspondent à ces nouveaux habitants qui arrivent avec plus de moyens, avec d'autres envies, avec d'autres conceptions de la qualité de vie. Enfin voilà, donc pour moi, ça reste quand même un quartier gentrifié. Il y a aussi, vous parlez tous et toutes de la place Mazagran, et moi je suis d'accord avec ce terme. Néanmoins, elle n'a jamais été dénommée ainsi. Si vous cherchez aujourd'hui dans les dénominations, ce n'est pas la place Mazagran, c'est l'espace Mazagran. Et ça pose parfois un certain nombre de problèmes de définition, notamment avec les riverains qui nous disent c'est pas une place, ça doit être fermé, ça devrait être un square, puisqu'il y a aussi des jardins qui sont au milieu de cette place. Enfin, voilà, donc la question de la définition de qu'est-ce qu'une place est assez centrale dans les débats qui nous préoccupent aujourd'hui sur Mazagran. J'ai perdu ce que je voulais dire ensuite. J'avais un autre élément, mais bref. Et ensuite, pour répondre à votre question sur à qui on s'adresse, moi, je me la pose tous les jours. Nous, on a créé un comité d'usagers. Donc, nous, on parle des usagers et usagères de la place Mazagran, ce qui comprend finalement des personnes assez différentes. Alors, ceux avec qui on est en contact le plus fréquemment, c'est les riverains immédiats de la place. Néanmoins, quand on est riverain d'une place, on n'a pas le même vécu selon si nos fenêtres donnent directement sur la place, si elles donnent sur la cour, si on est du côté est, du côté ouest, du côté sud ou du côté nord. Donc voilà, il y a les riverains qui sont des acteurs mais qui ne sont pas un ensemble homogène avec un vécu homogène de la place. Il y a les personnes qui sont très fréquemment, tous les jours sur cette place, qui sont des personnes généralement sans domicile fixe, qui sont dans des squats à divers endroits de la ville, qui sont dans une grande précarité, qui vivent de l'économie parallèle, mais qui sont néanmoins là, et donc des usagers et usagères de la place. Il y a un bar, vous l'avez cité, le court-circuit. Donc, dans les usagers et usagères, il y a les clients et les clientes du court-circuit. Et puis, il y a un réseau associatif très présent. Donc, on parle des jardins. Il y a Brin de Guy, l'association des jardins partagés de la place Mazagran. On a l'Arche de Noé qui est juste à côté, Locomotive. Et donc, c'est à toutes ces personnes-là qu'on s'adresse quand on parle de la place Mazagran, avec chacune leur réalité, leur vécu et des riverains qui vivent très très mal le fait qu'en bas de chez eux, il y ait des gens en situation de précarité qui vivent de l'économie parallèle, donc du deal, qui sont aussi dans des situations de santé compliquées, avec une dépendance aux médicaments et avec donc des comportements liés à cette dépendance aux médicaments qui peuvent être très agressifs, notamment envers les riverains. Et voilà, c'est à toutes ces personnes-là qu'on s'adresse et on essaye de trouver des solutions pour que chacun puisse vivre correctement. Donc ça veut dire de l'action sociale pour les personnes en situation de précarité et puis pour les riverains, faire en sorte qu'il puisse y avoir des passages de police et aussi des actions sur l'aménagement qui, pour moi, n'est pas du tout la réponse adaptée à la situation de la place Mazagran, mais qu'on est obligé de faire parce que le social va prendre des années, la prise en compte de ces populations, la question de l'accueil, de l'accès à l'emploi, de l'accès aux soins, enfin bref, de l'accès aux droits en général, c'est quelque chose de très très long terme, mais les riverains qui donnent sur la place et qui entendent tous les soirs un certain nombre de bagarres, se font agresser quand ils rentrent chez eux, c'est une problématique de court terme et donc on en arrive à proposer quelques réponses, on va dire, tactiques d'aménagement qui touchent malheureusement à ce projet qui a été
très bien pensé, très bien abouti, etc. Et donc, on en arrive effectivement à retirer certains bancs qui avaient été décellés du sol et qui servaient finalement à des bagarres, à de la violence, et donc qui mettaient en danger finalement la population autour de la place Mazagran. On en arrive aussi à transformer l'aire de jeu qui servait de cache pour de la drogue, d'abri, de toilettes, etc. et qui finalement ne remplissait pas son rôle premier parce qu'on voyait que les enfants et les familles, malheureusement, ne venaient plus dans cette aire de jeu. Donc, voilà, on fait quelques adaptations de cet espace public, mais je reste tout de même persuadée que l'action sur la place Mazagran, en tout cas pour résoudre toutes les problématiques, c'est principalement l'action sociale qui va résoudre les problématiques. Malheureusement, elle prend du temps et donc on passe aussi par quelques actions d'aménagement de manière tactique. Bien sûr. Je me permets Pardon si j'ai été un peu longue, mais... Non, c'était très intéressant, je vous en remercie. Je me permets de rebondir et donc d'adresser cette question à tous, au regard justement de la dépose récente des jeux, du projet initial de la place Mazagran, de l'espace Mazagran en l'occurrence. La complexité qu'engendre cet espace public, selon vous, est-elle... le propre d'un phénomène de densité urbaine forte, sachant que la Guillotière est l'un des quartiers les plus densément peuplés de Lyon, avec, il me semble, assez peu d'espace public où on est sur des îlots faubouriens qui sont assez denses, qui sont assez refermés sur eux-mêmes. Donc, est-ce que cette friction dans l'occupation et la gestion de l'espace Mazagran est-il lié d'une façon ou non à cette densité d'espace ? Ou est-ce qu'il est lié en fait à la densité de l'espace, ou finalement est-ce qu'il est lié à l'époque qu'on vit et finalement toutes les tensions sont générées en fait par cette époque où partout dans toutes les directions les choses se tendent. Il me semble que le débat est quand même assez ancien, il n'est pas forcément lié à l'époque. Colomb, quand il a lancé ce truc-là, il parlait déjà du droit à la ville, paraphrasant un peu Henri Lefebvre, mais l'idée de la place Mazagran, alors je rejoins cette question de faire place, effectivement, Madame le maire a tout à fait raison. On n'a jamais dit qu'on aménageait une place, je crois qu'on a toujours appelé l'espace Mazagran, parce que faire place, ça se décrète pas vraiment, en fait. Peut-être qu'un jour, ça deviendra une place, mais on a aménagé un espace, effectivement, pas une place. Déjà, ça répond à une partie peut-être de la question. Je pense que les frictions qu'on voit aujourd'hui, elles ont toujours existé. Et avant même qu'on aménage cet espace, c'est pour ça que Colomb disait qu'il faut faire le droit à la ville, c'est qu'il y avait beaucoup de délaissés dans la Guillotière. Et les gens pouvaient avoir l'impression que les délaissés étaient appropriés par quelques-uns, mais n'étaient pas accessibles à tous. Donc l'idée de faire un vaste espace public, c'était de justement ouvrir ce droit à la ville pour tout le monde, à la fois dans une approche très effectivement résidentielle, de proximité, presque qui renvoyait à l'intime des gens qui habitaient autour, mais aussi un lieu pour tout le monde, parce que vous l'avez dit, c'est un lieu de brassage, et les populations très défavorisées, elles étaient déjà là. Il y avait déjà le foyer Notre-Dame des Sans-Abri à côté, il y avait déjà des grandes difficultés. D'ailleurs, bien avant qu'on aménage l'espace public, et d'ailleurs dans toute la phase de préparation qui a eu lieu avec Atelier de Villainville et King for Architecture, il y avait déjà des grandes difficultés avant même les démolitions. Voilà, donc c'est pas nouveau. Sans doute, l'un des échecs patents qu'on constate aujourd'hui, il n'est pas du tout lié à la question de l'aménagement. Je pense que Mme le maire l'a bien dit. D'ailleurs, jamais l'aménagement a résolu la problématique sociale, nulle part, ni à la Guillotière, ni ailleurs. L'échec, il est plutôt dans notre capacité, dans le portage des politiques publiques, et ce n'est pas la faute des élus, mais clairement, à mettre les moyens nécessaires. On a toujours dit que pour que l'espace Mazagran fonctionne, mais comme l'ensemble du quartier de la Guillotière, il faudrait de la médiation, de la proximité. Tout comme à l'époque, il y avait une police de proximité. Voilà. On savait que la condition même de la réussite de cet aménagement, c'était le fait, bien avant qu'on lance les travaux, qu'il y ait des personnes en permanence. Donc il y avait une mission quartier ancien qui travaillait sur ce quartier-là, mais qui n'a pas les moyens, ni financiers, ni humains, d'assurer, je dirais, le vivre ensemble sur ce quartier. Et c'est ça qu'il faut pointer, c'est l'écueil. Voilà, il y avait des toilettes, il y avait une aire de jeu. Je rappelle, les aires de jeu de la ville de Lyon, c'est 5 personnes, la ville de Lyon, pour gérer toutes les aires de jeu. Donc voilà, il dit qu'il ne peut pas avoir une personne en permanence pour gérer cette aire de jeu. Pareil pour les toilettes. Et donc,
je pense que les aménagements qui ont été réalisés correspondaient pleinement aux attentes des habitants. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, on l'a vu, l'appropriation, elle a même été trop importante presque en soi. Il y avait trop de gens sur l'espace qui a été aménagé. Et on mesure la qualité d'un espace public aux usages qui se développent sur cet espace. Là, on a été dépassé par un nombre d'usages, mais qui, à mon avis, sont moins liés à l'époque qu'à notre incapacité collective à mettre en face des moyens de médiation, de proximité pour favoriser le vivre ensemble. J'irai au-delà parce que je pense qu'il y a une contradiction dans l'espèce humaine qui est, en fait, si je reviens sur l'espace Mazagran, on a un espace qui est relativement petit comme espace public, sur en effet une grande densité, donc très investi. Si on va 3 rues plus loin, on est sur les quais du Rhône avec un espace public immense. Pourquoi on ne va pas à cet endroit-là? Pourquoi on se sent finalement bien sur l'espace Mazagran, malgré les clivages, les contradictions, etc. Je pense que c'est aussi une sorte... c'est inné dans l'humain d'avoir en même temps envie d'être libre et puis d'être concentré et dans friction, parce que c'est ça aussi qui fait le foisonnement, c'est ça qui aussi fait la création. C'est ça, voilà, c'est aussi un espace qui permet du coup de faire émerger du lien social qu'on ne trouvera pas sur les quais du Rhône, par exemple, alors qu'on a l'espace. Donc cette concentration sur l'espace Mazagran des différentes populations, des différentes actions, des différentes, certes qui pourraient être peut-être aidées avec des actions, fait aussi, je pense, partie de l'habitabilité de cet espace, qu'on s'y sente bien, on se sent à l'aise, les habitants autour habitent ce quartier, ils sont à la maison. Voilà. Cet élément domestique, je pense qu'il fait beaucoup justement de la singularité de l'espace Mazagran, tant la question de l'espace hérité et des icônes aussi héritées, et qu'on a choisi collectivement de développer et de partir sur cette puissance, sur l'icône que l'îlot d'Amarante portait, et pour la déployer, la développer, pour que ça permette aussi à cet espace d'être, à l'échelle métropolitaine, identifié comme un espace singulier et donc du coup très domestique. À la différence des quais du Rhône, où on est sur une infrastructure, je dirais, publique de passage et puis d'usage aussi très fort, mais avec des enjeux qui sont plus métropolitains et moins locaux. Et en même temps, cette domestication de l'espace public est complexe parce que après coup, en y réfléchissant, ce qu'on se dit, c'est que aménager un espace public comme ça, peut-être qu'il devrait être capable d'être plus mouvant. C'est-à-dire que à l'époque, on s'est battu contre l'idée de faire quelque chose d'aseptisé. Aussi parce qu'il y avait beaucoup de craintes à l'époque des habitants de dire c'est un quartier qui gentrifie, vous allez le bétonner, vous allez le minéraliser, vous allez l'aseptiser. Et donc, du coup, on a travaillé sur quelque chose qui faisait tout pour essayer d'être plus perméable, avec plus de plantations, plus de végétal, plus de parcours pour que les gens puissent traverser des petites ruelles, des petites impasses, des petites choses, mais peut-être une ville qui n'était pas... qui était pas genrée. Et du coup... pour pouvoir expérimenter, parce que finalement cette petite place était une expérimentation, cet espace était un espace d'expérimentation, et que peut-être que la conception même initiale devrait pouvoir prendre en compte sa capacité à se transformer plus facilement pour s'adapter à des complexités techniques, économiques, politiques qui adviennent et qu'on n'avait pas forcément pu anticiper. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de comment faire évoluer cet espace public, comment l'espace public peut évoluer et s'adapter aux usages. Parce que comme la domestication, l'appartement où on se sent bien, c'est celui où on peut changer le salon de place, on peut changer la chambre du gamin, parce que si vous êtes dans un appartement où le lit, en fait, de toute façon, il n'y a pas deux solutions dans la chambre, le lit, il est là où il est, et que le salon, il bougera jamais, en fait, finalement, l'appartement, il est moins appropriable. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, là, on parle d'une évolution. En 2015 et aujourd'hui, il y a aussi au niveau de la conscience environnementale, au niveau de la société, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, si à l'époque, on se battait avec quelques services
techniques aussi pour avoir plus de visibilité, pour justement aller contre le trafic, contre certaines insécurités. Aujourd'hui, finalement, avec les plantations qu'on a fait à l'époque, on n'est peut-être pas encore allé assez loin. Donc, si on revoit 10 ans plus tard la copie, on aurait peut-être augmenter justement la part du végétal encore. Donc, il y a des évolutions aussi au niveau sociétal qui font que, heureusement, on n'a pas de statu quo. Ce qui fait que sur des projets urbains, et là je parle aussi d'une expérience, on travaille beaucoup plus sur un long terme et on n'est pas dans le correctif du jour au lendemain. Cet équilibre entre l'adaptabilité d'un projet et le dessin figé, ce sont des éléments qui sont assez fragiles et qui permettent par contre aussi, en effet, l'évolution. Et s'il y avait la contradiction qui est une partie même de l'humain, il y a aussi l'évolution qui fait partie non seulement de l'humain, mais du monde entier. Donc il y a l'acceptation qu'il y a des évolutions, tout en sachant qu'on peut peut-être pas corriger tous les défauts ou tous les éléments qui ne fonctionnent pas. Je pense que ça, ce sont des données qui permettraient d'accepter les choses qui évoluent, qui sont un statu quo aussi. Voilà, c'est tout. Après, je ne sais pas si elle a été pensée comme étant comme pouvant s'adapter, mais je trouve qu'on peut l'adapter quand même, cette place, et notamment le mobilier urbain qui a été disséminé un peu partout sur la place avec cet esprit, la place doit être accueillante, hein, je crois que c'était ça quand même l'esprit initial. Bon, et ben nous finalement, pendant un temps, on s'est dit on va rassembler tout le mobilier au milieu de la place pour l'éloigner le plus possible des riverains, continuer cette fonction d'accueil, on peut s'asseoir, etc. Mais bon, on ne le fait pas totalement sous les fenêtres des gens. Après, on a changé, on en a enlevé un petit peu, etc. Et finalement, voilà, on se sert quand même de ce qui a été installé, de se dire qu'est-ce qui serait mieux selon la situation du moment, selon la situation sociale, selon les remontées qu'on a des habitants. Effectivement, je pense que c'est intéressant. On a beaucoup parlé d'aménagement tactique au moment du Covid, quand on faisait les coronapistes cyclables, etc. Et donc, pourquoi pas le penser aussi pour des places où on sait que c'est tout le temps en mouvement, où on sait qu'il y a des problématiques, où on sait qu'il y a des problématiques humaines qu'on pourrait adapter les places à l'évolution humaine autour qui vit sur cette place, quoi. Oui. Ce qui est très intéressant dans vos différents regards, et ce que j'y lis, c'est le fait que l'espace public, finalement, il est voué à être livré et figé à un temps T, mais qu'en revanche, le processus de transformation reste à l'œuvre et n'est jamais voué à s'arrêter. Finalement, l'évolution est toujours à l'œuvre. Et il me semble que cette idée de transformation, il était déjà présent effectivement, comme ce que vous indiquiez, Fanny Dubos, sur la volonté de faire émerger un espace singulier. Et effectivement, sur ce qu'on avait évoqué, l'idée de s'appuyer sur ce qui est déjà là, sur ce qui existe déjà. C'est, il me semble, ce que vous avez cherché à mettre en œuvre au travers de la conservation de l'îlot d'Amarante et de l'œuvre d'Emmanuel Louis Grand, et également tout un tas de choix, on va dire, architecturaux pour faire émerger des objets iconiques, en conservation des éléments patrimoniaux sur place, en conservant des bouts de façade, etc. Donc finalement, pour livrer un espace qui soit déjà empreint de sa propre histoire et qui soit amené à évoluer. Est-ce que c'est effectivement ce que vous aviez instigé ? Tout à fait. En fait, nous, on avait je me souviens, entre concepteurs à l'époque, et on partageait ça, je pense, avec Julien. L'idée, c'était de faire un espace comme avant, mais en mieux. Donc, avec cette idée de retrouver cette diversité de population, d'usage, une faculté d'appropriation qui devait rester présente. Et effectivement, je rejoins Fanny Dubos quand on pourrait pousser maintenant l'exercice, et comme Antoine l'a dit, effectivement, ce qui aurait pu être encore plus intéressant, c'est qu'on puisse imaginer une démontabilité et une mobilité des équipements qui soient encore plus fortes pour répondre à ces problématiques d'adaptation à cela, même si
Au-delà de ça, il y a effectivement cette question qui est au-dessus de tout ça, qui est la question de la résilience par rapport aussi au phénomène de cohabitation et du vivre ensemble, de se supporter les uns les autres, d'accepter la question notamment des contraintes acoustiques en ville. Ça, c'est un grand sujet aussi qu'on a, nous, architectes, et qu'on croise souvent dans les milieux urbains, savoir comment mêler et faire s'entendre des éléments qui sont parfaitement contradictoires, à savoir une vie sociale avec les besoins de faire la fête et en même temps d'être paisible chez soi, enfin des éléments dont on a tous chacun envie, de ne pas vivre dans un quartier dortoir et en même temps de ne pas être trop dérangé par l'animation du quartier que l'on a. Donc chacun trouve, et donc c'est la difficulté de trouver son intérêt et le juste équilibre entre toutes ces tensions et à la fois ces endroits de détente que nous, on a, je pense, à l'origine imaginé sur cet espace Mazagran. Et donc pour vous, c'est une condition cette approche urbaine, on va dire, d'appropriation du déjà là, etc., serait une forme de condition pour s'assurer la bonne acceptabilité et la bonne appropriation par les habitants et par les riverains de l'espace public. On ne part pas jamais d'une page blanche, en fait. On ne peut pas partir d'une page blanche en Europe. Il y a tellement de civilisations qui passaient par là. La ville se construit sur la ville. Et même quand on est en périphérie et on urbanise des espaces aujourd'hui naturels, heureusement ça se fait de moins en moins, mais il n'y a pas de page blanche, donc il y a toujours des facteurs extérieurs, que ce soit de la géographie, l'hydrographie. Ici aussi sur le quartier de la Guillotière, le Rhône a fait son travail, donc on ne part jamais d'une page blanche. Il y a aussi de l'histoire, il y a une société, il y a des constructions. Je pense que sur ce palimpsestre, on choisit des éléments qui nous paraissent qualitatifs, intéressants, qui portent un certain message et une appropriation aussi peut-être par les habitants. Donc ça peuvent être aussi des traces qu'on ne voit pas, donc sociales, comme on a justement très très clairement dans ce quartier autour de l'espace Mazagran, et qui ont été valorisés alors qu'ils ne sont pas visibles ou physiques. Voilà, c'est... Le réseau social, aujourd'hui, tout le monde a son téléphone et on sait ce que c'est, mais vous parliez tout à l'heure du réseau social Mazagran, et je pense à la Guillotière, il existe cette très longue tradition de la République de la Guillotière, etc. Donc, historiquement parlant, ça a toujours été une place de beaucoup d'échanges. Donc on s'accroche toujours à quelque chose qui existe, pour le transformer, pour l'améliorer, pour le rendre accessible et en effet pour essayer d'améliorer l'habitabilité, la vie des habitants, et puis donc aussi pour améliorer le cadre de vie. Pour continuer finalement à écrire cette histoire urbaine. Et donc ce qui est intéressant avec la concertation, c'est d'écrire cette histoire à plusieurs mains et à plusieurs voix plutôt. Donc merci à tous en tout cas pour cet échange tout à fait intéressant qui vient clore cette seconde émission sur la question de la transformation urbaine. Je vous remercie à tous d'avoir partagé vos visions respectives sur cet espace urbain tout à fait singulier. Merci. Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier.